Nous sommes à Antananarivo, plus connue par les Français sous le nom de Tananarive, la capitale de Madagascar, édifiée sur l'une des 12 collines historiques de l'Imerina, à 1431 mètres d'altitude. En un siècle, la population y est passée de 50 000 à plus de 2 millions d'habitants. Depuis 1900, un travail d'assèchement des rizières et des marécages a été entrepris. Mais la culture du riz s'accroche désespérément aux derniers lambeaux de terre, encore vierges de cabanes ou de maisons. Car qu'ils soient riches ou pauvres, les 16 millions de Malgaches ont deux besoins essentiels. Du riz pour vivre et du charbon de bois pour alimenter les feux qui permettront de le cuire. Le bois est quasiment la seule ressource énergétique de l'île. De la cuisson des briques de Tuléar, en passant par la cuisine des hôpitaux, de l'alimentation des fours à chaud au foyer domestique, une seule ressource possible, le bois ou le charbon de bois. Dans la capitale, depuis longtemps, le charbon de bois a remplacé le bois que l'on ramasse encore dans les campagnes. Tout le monde s'y est habitué, plus commodément stockable, plus facile à utiliser et à acheter, le charbon fait oublier ses défauts, poussière et fumée noire. Suprême avantage quand on est très pauvre, à défaut d'un sac, on peut en acheter une poignée. La récente crise politique qu'a traversée Madagascar semble aujourd'hui oubliée. Les réseaux d'approvisionnement se sont remis en ordre de marche. Tout le monde peut vendre du charbon de bois. C'est un moyen de gagner rapidement de l'argent. Conséquence, le Malgache respectait sa forêt. Il commence à la piller. Mais la coupe n'est pas la seule explication au recul de la forêt. En arrivant de nuit à l'aéroport, on découvre sur tout le nord du pays une chaîne ininterrompue de feux de brousse léchant les montagnes pelées couvertes de savane. 50 000 hectares disparaissent chaque année sous les feux pour le tavis, le défrichement, au profit de la mise en culture du riz. Du haut du village, la vue s'étend par-delà les plaines et les rivières jusqu'à Antananarive. Mais on cherche la forêt que louent tous les textes anciens. Désormais, il faut faire des kilomètres pour trouver un peu de vert. Le plus proche bouquet de forêt primaire se trouve à Antsaindata, un village construit sur une des 12 collines sacrées qui entourent Tananarive. La légende dit que le roi avait installé sur chacune de ces collines une de ses 7 épouses afin de constituer une grande toile d'araignée autour de la capitale royale. La capitale était alors noyée dans la forêt, comme le prouve son ancien nom, Analamanga, ce qui veut dire la forêt bleue. La forêt bleue était celle qui s'étendait jadis à perte de vue, couverte par les nuages et la brume. Mais les vieux disposent aussi d'un autre terme pour désigner la forêt proche, celle du tour des villages, la forêt jardin, source de vie. Le village d'Antsaindata est resté un lieu de pèlerinage. Les 4 tombeaux royaux y sont encore l'objet de vénération. Ses habitants, fiers de leurs derniers arbres, voudraient en faire aussi un lieu de protection de la forêt. Francis Rassamaoro est un ancien. Il vit à Antsaindata depuis toujours. Il aime raconter l'histoire du village et rappeler l'importance des arbres et de la forêt pour la vie des Malgaches. Cette forêt représente une valeur sentimentale, une valeur ancestrale pour nous. La raison, c'est que cette forêt nous donne la vie, dans la mesure où on peut utiliser les espèces pour contrer les maladies. On peut utiliser quelques échantillons pour fabriquer des instruments de travail et que cette forêt nous donne en partie du bois de chauffage, du bois de la cuisine pour préparer le repas parce que les parties séchées, on peut les prendre pour cette fête. Mais surtout, la forêt est sacrée. La mort est considérée à Madagascar comme un long sommeil. Et les ancêtres dont l'âme habite les plantes et les arbres servent de trait d'union avec les vivants.
Dans le petit village, la tradition se perpétue. Mais pour Lucie Ravaonitina, l'ancienne institutrice, il faut aussi éduquer la jeune génération au respect des arbres. Elle leur raconte l'histoire des arbres séculaires, comme celle de ces 2 ficus jumeaux. Dans la tradition malgache, les arbres jumeaux portent chance. Les gens qui veulent faire un mariage et qu'ils demandent, qu'ils ont des vœux pour avoir des enfants ou bien avoir quelque chose de bénéfique, ils prient là, ils vénèrent cet arbre. Mais la forêt a longtemps aussi été un lieu d'approvisionnement. Ils portent des fruits quand ils sont mûrs. Les gens mangent ce fruit, c'est bien doux. Hein? Et la forêt est plus dense que de l'autre côté. Il y avait beaucoup plus d'arbres en ces temps-là avant. La vie était meilleure que celle d'aujourd'hui, alors les gens ne coupaient pas les arbres. Et puis il y a eu les crises. Et alors, tout a basculé. Depuis 83, 84, 85, la vie était très difficile. On dirait que c'était en guerre, quoi. On ne trouvait rien, ni savon, ni sucre, ni tout. Tout est vendu à marché noir. Les gens sont devenus très, très, très pauvres. Ils ont vendu leurs bœufs, ce qu'ils élèvent. Et puisqu'ils n'ont rien, ils ont l'idée de comment vivre alors, comment survivre. Alors ils ont l'idée de couper les arbres. Ben, j'ai du gaz. J'ai du charbon, du bois aussi, mais les vieux arbres qui sont tombés par le vent, je les fais couper pour le bois de chauffage. Mais je ne les coupe jamais, les jeunes. Ça vient de l'éducation, de l'école. On nous a instruit que la forêt joue un grand rôle dans la vie. Ah bon, on l'applique aux gens. Tous ces gens sont illettrés, ils n'ont pas vu l'école, ils ne savent rien. Ils sont pauvres, alors pour tout moyen, pour le chauffage, l'allumage, tout ça, ils vendent aussi pour sauver leur vie. À cause de la pauvreté, à cause du manque de l'éducation, tout ça. Ça, c'est dû à tout ça. Pour sensibiliser les jeunes à l'environnement, Lucie Ravaonitina compte beaucoup sur l'école. Elle y revient souvent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour conserver l'environnement? Pour conserver l'environnement, on doit planter des arbres. Oui. Allez-y. Lutter contre l'incendie. Oui. On doit conserver aussi la propriété. On doit conserver aussi la propriété. On doit conserver la propriété. Qu'est-ce qu'on doit faire pour conserver l'environnement? Pas simple de persuader cette jeune génération. Pourtant, sur elle repose l'espoir qu'un jour cesse la dégradation de l'environnement. Je leur dis qu'il faut protéger, même qu'ils coupent les fleurs, tout ça, j'interromps. Il ne faut jamais couper les feuilles des arbres, ni les fleurs pour rien. C'est ça que je leur dis, même surtout les arbres. Aujourd'hui, le village d'Antsaïn Data propose aux touristes qui viennent visiter les tombeaux royaux un petit circuit botanique. Un oasis dans un désert de terre rongé par l'érosion et la culture du riz. Malheureusement, le village ne dispose que de sa bonne volonté et de ce réseau éducatif qui s'est tissé entre les jeunes et les anciens. L'État n'a aucun moyen de l'aider et les grandes ONG ne s'intéressent pas encore à ses protections locales.
Anssain Data réussit malgré tout et se bat pour faire reconnaître ses efforts. Au sortir de la grande capitale, pour le voyageur pressé, on peut découvrir là les grands arbres de Madagascar, les jacarandas aux fleurs mauves, les frangipaniers, mais aussi les palissandres aux bois précieux. En mai 2003, un colloque organisé à l'initiative de l'association Solidarité Forêt, présidée par Brice Lalonde, réunissait les autorités malgaches, la Banque mondiale et l'ambassade de France. Merci beaucoup. Durant 2 jours, l'ensemble des partenaires a tenté de faire le point sur les problèmes environnementaux en cours. Mais surtout, on a cherché des solutions et réfléchi à des moyens de financement. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La sortie de la crise politique qui a longuement touché le pays donne envie de relever les manches. Monsieur le Premier ministre, nous sommes réunis ici, animés à la fois par un souci et un espoir. Le souci qui est partagé par tous les présents, c'est celui de la déforestation, de son rythme et de la part croissante que prend la demande de charbon de bois dans cette déforestation. L'espoir, c'est que peut-être les défenseurs de la forêt ont un nouvel allié. Il s'agit du gaz, bien entendu. Ce nouvel allié est encore jeune, il faut le faire grandir. Et il peut contribuer, à côté de toutes les autres méthodes, moyens qui sont déjà mis en œuvre depuis longtemps par le gouvernement et par tous ceux qui aiment la forêt, contribuer peut-être à remporter une victoire décisive pour stopper la déforestation. Aux côtés de tout ce qui a été fait pour économiser et protéger le bois, aux côtés de toutes les solutions alternatives, le gaz pourrait effectivement être un sérieux allié. Mais le Premier ministre a rappelé que l'effort numéro 1 devait porter encore et toujours sur la gestion de l'équilibre déboisement-reboisement. Avec actuellement un souci plus marqué d'une gestion pérenne à travers les communautés villageoises. Nous devons garder en mémoire que l'utilisation du charbon de bois présente de graves inconvénients. Énorme consommation d'arbres, le charbon demandant 8 fois son poids en bois, et les plantations et le reboisement ne suffisent pas à la demande. Bien entendu, le gaz est une solution parmi d'autres. Certes, il reste encore difficilement à la portée de la majorité de la population. La consommation énergétique au plan national est dominée par le bois et ses dérivés qui couvrent 86,5% du bilan énergétique du pays. Le bois est la source d'énergie la plus utilisée et la plus facile d'accès pour la population, même si elle n'est pas en définitive la moins coûteuse. Bilan, Madagascar est classé parmi les pays où la spirale de dégradation de l'environnement, voire des forêts, est une des plus rapides. Au cours des 60 dernières années, 75% de la couverture forestière ont disparu, dont 10% pendant la dernière décennie. À Tananarive, dans son bureau du WWF, le Fonds mondial pour la nature, Gérard Radaomonta organise les campagnes contre les feux de brousse. Oui, le feu de brousse, c'est un des grands facteurs des reculs des forêts à Madagascar, des feux en fait, parce que ça calcine la végétation en haut. Et puis, dès la première pluie, tous les cendres sont partis, le sol est mis à nu et ça reprend, et puis même la forêt, elle commence à dégrader. Donc ça, c'est des campagnes contre les feux. C'est nous,
Maintenant, à partir de maintenant, on veut vraiment retravailler sur cela parce qu'on sait que si on arrive à diminuer même déjà de moitié les feux de brousse à Madagascar, ça aura un impact vraiment positif. Aux feux de brousse s'ajoute bien sûr dans les régions les plus urbanisées le besoin en combustible et donc en charbon de bois. Pour les charbons, donc, il faut distinguer deux choses. Sur la partie des hautes terres, déjà dénudée depuis longtemps, on a déjà mis des reboisements. Donc c'est le reboisement qui approvisionne ces grandes villes. Sur les villes côtières, telles que Diego, Majunga, Tamatave, Tuléar, Morondave et puis Fort-Dauphin, je dirais c'est le contraire d'Antananarivo. Antananarivo, si ça vient 100% du reboisement en matière d'énergie. Mais à Tuléar, la part du reboisement, ça ne représente même pas 1%. Donc, dans le sud, dès qu'il coupe, c'est une perte en surface. Parce que l'écosystème dans le sud, très aride, avec un sol calcaire très filtrant, la forêt se régénère mal. Donc, le recul se fait très, très vite. Par contre, dans l'Est, ils font du charbon avec des espèces naturelles. Et quand ils font du charbon avec la forêt naturelle, ils ne font pas du charbon avec toutes les espèces. Donc, on ne voit pas vraiment la déforestation, mais un écrémage, c'est-à-dire les espèces qu'ils utilisent pour le charbon deviennent de plus en plus rares. Ça, c'est la toute dernière carte de Madagascar. La biodiversité malgache, dans tous ces restes de forêt, il y a des trésors. Dans toute cette forêt de l'Est, vous avez la flore humide, les espèces des forêts humides, vous avez des lémuriens. Et quand on va dans l'Ouest, on a des grandes forêts, mais cette fois-ci des forêts d'espèces sèches, et où il y a aussi les gros baobabs. Et par exemple, pour les baobabs, il y a 8 espèces dans le monde et les 7 espèces se trouvent à Madagascar. Vous voyez que ça a beaucoup grignoté. Surtout cette partie de l'Est, jusqu'au nord, même Tananarive était encore des forêts. On est à Tana. Demain, donc, on va aller visiter quelque part par là cette forêt qui a une grande importance parce que c'est une petite appendice qui protège un grand bassin versant qui est le Grenier de Madagascar. Et l'autre importance, c'est une forêt naturelle la plus proche de la capitale. Depuis peu, Gérard tente aussi de tisser des liens entre les agriculteurs et l'administration forestière pour enrayer la déforestation qui menace l'est du pays. Les paysans ont un certain droit sur la forêt. Et ça, en quelque sorte, c'est une sorte de police parallèle. Les forestiers ne peuvent plus faire des excès comme avant. Et les paysans sont de plus en plus responsabilisés. Et en contrepartie, la fierté d'être responsable, ils peuvent jouir donc des biens et services de la forêt. Il nous a vraiment fallu chercher les poches de forêt naturelle désormais si rares. Il y a quelques 12 000 espèces dans la forêt malgache, donc tous les écosystèmes confondus. Mais la plus riche, c'est cette partie est. On a des différentes espèces. Donc celle-là, ça donne du bon bois. Pourtant, l'île est encore renommée pour être la plus riche en biodiversité au monde. Sa réputation serait-elle usurpée? On parle toujours de Madagascar, l'île verte. On a dit que Madagascar était entièrement couverte de forêts il y a 1000 ans peut-être. Mais maintenant, tous les techniciens s'accordent à dire que ce n'était pas quand même vrai. N'empêche, Madagascar accuse une des spirales de dégradation les plus rapides au monde. Si on se réfère au paysage originel, c'était une forêt tropicale d'altitude très très variée. Et après maintes exploitations, ça s'est transformé en lande. Il y avait pourtant un grand savoir-faire forestier sur Madagascar. Dès la fin du XIXe siècle, sous la Première République, l'administration coloniale française a lancé un grand effort de reboisement, introduisant des eucalyptus et des pins. Dans un premier temps, les bois s'étalent surtout au long de la ligne de chemin de fer et les eucalyptus alimentent la chaudière de la locomotive. Mais très rapidement, ils vont servir de réservoir à bois pour la capitale qui en dépend à 100%. Seulement, aujourd'hui, on coupe de plus en plus vite et de moins en moins bien.
L'exploitation de ces taillis, ça se fait d'une manière manuelle avec de la hache. Et c'est difficile de se plier pour couper à la hauteur qui est respectable, donc 12 cm du sol. Donc les gens ont coupé presque à la hauteur d'une hache. Donc cette souche-là, elle va pomper. Et au lieu d'avoir des beaux rejets, il y a une partie de l'effort de l'arbre qui va vers ces souches. La régénération naturelle ne se fait plus. Et il faudrait replanter 10 fois plus qu'on ne le fait. Car les plantations ont un autre objectif, éviter l'érosion accélérée des terres fragiles que l'on constate sur tout le pays et surtout sur les terres calcaires du Sud, à la suite des déforestations massives. D'ailleurs, une mauvaise surprise attend Gérard. La piste qui devait le mener à un reliquat de forêt primaire est impraticable. Malgré les replantations, dans ce coin, c'est évident, on coupe trop et trop vite. Ces dégradations inquiètent le biologiste, car elles pourraient être évitées. Si on savait attendre 10 ans un bon rejet de souche, on aurait de nouveaux arbres, de nouveaux eucalyptus, car la forêt se reconstitue d'elle-même. Dès qu'on est dans un champ d'eucalyptus assez âgé, il y a les humus qui sont là, et puis là on a tous des espèces originaires de Madagascar qui commencent à reprendre. Beaucoup d'auteurs malgaches maintenant qui commencent un peu à rassembler toutes les croyances autour de l'arbre, parce que nous aussi on pense que dans l'éducation environnementale qu'on fait, ça pourrait être un élément pour que les jeunes s'intéressent davantage aux espèces autochtones. Un Anthoeclesta ici, il y a beaucoup de légendes autour de cette espèce parce que selon la croyance malgache, quand vous avez cette espèce-là dans votre cour, les sorciers ne peuvent pas entrer ni les malfaiteurs ne peuvent pas violer votre domicile. Ça s'appelle Angavoudine. Donc avec cette espèce, les gens prennent l'écorce pour aromatiser le rhum traditionnel. Oui. Et ils cherchent à très loin en forêt même pour prendre l'écorce et pour dans la fermentation du rhum malgache. C'est ça qui donne l'arôme. L'on froisse la feuille, on sent l'arôme et c'est cet arôme-là qu'ils ont besoin pour un peu pour aromatiser le rhum traditionnel. Pour sensibiliser les Malgaches, le WWF joue donc la carte culturelle et tente de rappeler à la nouvelle génération ses traditions. Il tente également de la sensibiliser à l'intérêt économique que représente la forêt pour d'autres usages que celui de la coupe. Et notamment pour l'agriculture, car contrairement à d'autres zones tropicales, les sites déforestés à Madagascar se dégradent très rapidement. Les sols s'appauvrissent, l'herbe envahit tout. Après avoir cultivé une parcelle 5 à 10 ans, le cultivateur est obligé de l'abandonner au profit d'une nouvelle défriche. La disparition du couvert végétal favorise l'apparition d'un phénomène érosif important. Et dans cette région, le grenier Ari de Madagascar, les plantations d'eucalyptus, en retenant les sols, protègent aussi les rizières et empêchent l'ensablement. Ici, on est dans la zone d'Andzourbé, où il y a la plus grande concentration de plantations d'eucalyptus de la province d'Antananarivo. Mais les efforts de surveillance de l'administration forestière se sont relâchés durant la crise politique. Plus personne ne surveille l'équilibre plantation-déforestation. On est en présence d'une vallée, pas très large, mais on voit que c'est assez fertile et on ne voit pas de traces d'érosion ni d'ensablement dans la rizière. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'eucalyptus vient côtoyer la rizière, donc ça donne une protection. Oui, si on ne parle que du lac Alote, qui est considéré comme le grenier de Madagascar, le paysage est tout à fait différent. On a des grandes rizières à perte de vue, et sur les collines, c'est pelé, c'est dénudé, où il y a des
beaucoup de traces d'érosion. Et ça menace parce qu'il y a une diminution de la surface rizicultivable et cela d'année en année. En ce début d'hiver, les terres arides vivent une activité intense. On moissonne et sur les aires de battage, on trie le bon grain. Le riz, surtout en cette sortie de crise, est l'aliment de base. Chaque Malgache en consomme environ 120 kg en moyenne par an. C'est un aliment long à cuire et très consommateur d'énergie. La moisson est effectuée à la faucille. Les gerbes sont déposées en ligne à terre, puis sont transportées jusqu'à l'aire de battage. Ensuite, les femmes vannent le riz, qui est conservé dans des silos ou dans des greniers. Plus au sud, les agriculteurs se sont mis au maïs, dont la culture se pratique aussi sur brûlis. Le hatsake, comme on l'appelle, est encore plus destructeur. L'ensemble de l'île est aujourd'hui victime des effets conjugués de la crise économique et écologique. Les migrants les plus pauvres affluent des terres devenues désertiques et les zones relativement riches, à leur tour, subissent des assauts qu'elles ne surmontent pas. La pression démographique devient trop forte. Ailleurs, on s'active pour faire les provisions de bois d'hiver. Dans cette île tropicale où les reliefs sont élevés, la température peut descendre très bas et on ne peut se passer de chauffage. Les surfaces déboisées ont quadruplé depuis la fin des années 1980. Le cercle de la déforestation s'élargit tout autour de la capitale. Il y a 5 ans, un détaillant de charbon vendait une 404 bâchées de bois par semaine. Aujourd'hui, il écoule facilement le chargement d'un camion Mercedes. En fait, il faudrait planter 10 pieds contre un abattu. Honoré Randriette Jaffi, responsable du département forêt malgache, et Gilles Ché, ingénieur agronome au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique, travaillent ensemble. Ils tentent de former les paysans à une exploitation durable. Pendant la période d'abattage, on pouvait faire venir la voiture ici. Hein. Et puis tout de suite, 1 mois après, ça reverdit. Et puis 6 mois après, c'est presque fermé. L'eucalyptus est une plante généreuse. Plus on la martyrise, plus elle repousse. C'est ça, tout à l'heure, on parlait du taillé sous fouté. Vous avez ici donc les brins qui ont 1 an, qui ont été coupés il y a 1 an. Et par contre, donc c'est les rejets, hein, ça c'est une même souche. Et ils avaient laissé un seul brin comme ça quand ils ont coupé, donc qui a grossi celui-ci. Hein. Donc ça permet d'avoir finalement pour assurer le charbon, quoi, la production de charbon. Par exemple ici, on a une grosse souche séculaire presque. Vous voyez, le premier eucalyptus avait cette envergure-là. J'ai ici, c'était le tronc. La plantation se renouvelle très bien et puis on se passe des opérations de replantation et on ne fait que récolter. Bon, là, on a une parcelle qui a été exploitée, à peu près il y a 1 ou 2 mois. Donc les rejets sont déjà apparents au niveau des souches, donc ça montre bien la capacité de reprise de cette espèce d'eucalyptus, Eucalyptus robusta, qui va
qui va après donc croître et être exploitable dans 4 ou 5 ans. On va se retrouver avec des taillis de 5-6 mètres de hauteur à 4 ans à peu près, voire plus. Malheureusement, depuis peu, les coupes s'accélèrent sans laisser le temps à l'arbre de se reprendre. 5 à 7 ans. L'arbre a été coupé à 7 ans au lieu de 10. Les cernes. J'ai compté les cernes. On voit les problèmes de durée, de rotation des taillis d'eucalyptus, donc c'est-à-dire le temps entre 2 coupes qui franchement diminue avec le temps. Donc diminue il y a 10-15 ans, c'était encore tous les 6-7 ans, 8 ans. Ouais. Et puis là, à l'heure actuelle, plus on s'approche de Tana et plus ça se rapproche, on arrive à des coupes de l'ordre de 3 ans ou 3 ans. 4 ans. On utilise des bois, on va carboniser du bois qui est plus jeune. Et ce bois plus jeune est plus riche en éléments minéraux. Ici, la fabrication du charbon de bois marche à plein. Auprès des meules, les fours de terre où lentement le bois se consume à l'abri de l'air, les charbonniers s'activent. Dans cette meule, ce sera de l'eucalyptus. Mais dans le sud, face à la pénurie de bois, on n'hésite pas à carboniser du bois précieux comme le palissandre. Aussi, les ingénieurs agronomes cherchent à former les charbonniers à des techniques plus économes. La fabrication d'un charbon de bois dévore 8 fois son poids en bois dans les meules. Et là, il faut... Une nouvelle technique financée par l'aide internationale a été introduite. Elle devrait permettre d'économiser 30% de bois, mais les paysans renâclent à l'adopter. Souvent, il y a des choses qui sont faites dans le cadre de projets, de financement, de courte durée souvent. Et donc, on passe 1 fois, 2 fois, et puis après, ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Et donc, il faudrait plus une présence permanente de l'administration, peut-être forestière. Ce style de meule, c'est 0 franc d'investissement, à part de la force manuelle. Il y a peut-être aussi une habitude, viser toujours la même technique et de pas en dévier, d'avoir peur de l'innovation. Et puis, tant que le gars voit qu'il y a du bois en quantité, il ne va pas chercher à améliorer ses rendements. Comme ça. Il est sûr de son coût, là, il est sûr de produire son charbon. Sur la route, la RN2, aux environs de Moramanga, s'étalent d'impressionnants amoncellements de sacs de charbon. Les revendeurs attendent les distributeurs. Donc le bois pour eux, ici c'est très spécial, c'est du charbon de pin et d'eucalyptus de la société de reboisement Fanalamang. Ils achètent symboliquement 3 000 francs le sac de charbon. 3 000 francs malgaches, soit 50 centimes d'euros, qu'ils revendent 20 000 francs malgaches, soit l'équivalent de 3 euros. Les malgaches, surtout des hautes terres, ils ne pourrait pas encore se passer du bois, tellement c'est ancré dans les habitudes, surtout culinaires. Le prix est très fluctuant en fonction des saisons, de la région et de la qualité du bois. Il arrive même aux charbonniers de spéculer sur les cours là où le bois est rare, comme c'est le cas à 42 km à l'ouest de Tana, sur la chaîne des Hautes-Terres à Tsimaraona, où l'on n'hésite pas à carboniser des bois de la forêt primaire. Le bois de feu ou bien le charbon de bois resteront toujours les premières sources très estimées et puis presque privilégiées, même des citadins, surtout les citadins moyens qui forment la majorité, même en ville. Ils sont très tributaires des approvisionnements de la route nationale 7 et ils font venir
à plus de 300 km le charbon de bois. Ce n'est pas encore arrivé là-bas la promotion du gaz naturel ou du gaz butane. Car pour diversifier les sources d'énergie, on parle à nouveau dans la capitale de l'avenir du gaz butane. Des essais avaient été tentés avant la crise, mais les approvisionnements étaient devenus aléatoires et le prix trop fluctuant. Les acteurs internationaux estiment qu'une première bataille serait gagnée si 10% des foyers seulement l'adoptaient. Il suffirait d'équiper les hôpitaux, les écoles et les cantiniers, les petits vendeurs de rue, pour enrayer le fossé qui se creuse entre l'effort de reforestation et la croissance de consommation des zones urbaines. Doucement, Madagascar sort de la crise. Le premier distributeur de gaz domestique, Vitogaz, est revenu. L'aventure de l'entreprise avait commencé dans ce pays en 1999 par son installation sur la côte ouest, à Mahajanga, à 580 km de Tananarive, à l'embouchure de la baie de Siboka. Les très gros navires ne peuvent plus y accoster. D'énormes quantités de latérite, des boues rouges arrachées aux montagnes déforestées, viennent ensabler les fonds. Sur le canal de Mozambique, cet ancien comptoir a été fondé vers le XVIIIe siècle. De là, les Malgaches sont partis en masse vers Mayotte et les Français en avaient fait leur port d'attache dans la conquête de Madagascar. Bientôt, la marée va permettre aux boutres, navires d'origine arabe que le temps a laissé intacts, de lever l'ancre. Seuls, grâce à leur fond plat, ils peuvent encore occuper le port. Ils assurent le commerce de proximité avec les Comores, Mayotte et le Mozambique. Il reste un quart d'heure de soleil. Sur le port, les petits vendeurs s'activent. On met la main aux dernières réparations. Et sur le bateau, on prépare le repas. Les investisseurs en période de crise sont rares. Et dans ce pays, un des plus pauvres du monde, rien n'existe. Ni infrastructure portuaire, ni industrie. Tout est à construire ou à reconstruire. Dans le crépuscule, l'énorme méthanier transportant sa cargaison de gaz depuis la Malaisie jette enfin l'ancre au large. Sous les étoiles, dans une nuit profonde, le chenal n'est pas balisé et les quais sont dans le noir. Une navette rudimentaire appareille, chargée de multiples représentants des administrations locales. Douaniers, officiers de l'immigration, contrôle des affaires pétrolières et des affaires sanitaires. Tout le monde aborde le méthanier rutilant qui tranche avec les embarcations rouillées. Après quelques heures de négociations, à bord, l'autorisation de déchargement sera enfin donnée. Mais il faudra attendre que le jour se lève. Pour l'industriel, ces coûts d'attente sont importants. Et l'aventure n'est pas terminée. Le déchargement des 2500 tonnes de butane se mène au large, sans infrastructure. Sous la mer, un plongeur doit brancher le tuyau sorti des cuves du méthanier au gazoduc qui débouche sur la plage jusqu'à l'usine. L'usine a été construite juste avant la grande crise politique entre 2000 et 2001. La négociation menée par Patrick Deshaies a été longue, car pour les locaux, peu importe les débouchés économiques, il y avait surtout la peur de l'implantation d'une usine de gaz. À partir du moment où on a affaire aux pasteurs, ici c'est principalement des protestants dans le quartier, il n'y a pas de problème particulier. À partir du moment où la hiérarchie
de l'Église à donner des instructions, plus personne ne les discute. Dès le départ, l'industriel a su donner des garanties de sécurité, même si sur l'île, aucune réglementation en matière de risque n'existe. Il a appliqué les normes imposées par la directive Seveso. Alors on a acheté tous les terrains autour de notre site, c'est-à-dire que notre site n'occupe pas l'ensemble du terrain propriété Vitogaz. Et on a à peu près 200 mètres autour des clôtures que vous voyez derrière nous. La clôture représentant les distances de sécurité par rapport aux soupapes des réservoirs. Grâce à l'ensemble de ces investissements et au pari de l'industriel, l'offre butane est désormais abondante sur Madagascar. On a une capacité de stockage qui représente environ 6 mois de la consommation de Madagascar. Pendant la crise, nous avions du stock puisque nos réservoirs ici étaient pleins. Malheureusement, on n'a pas pu monter le gaz jusqu'à Talat puisque les événements ont fait qu'on était bloqués. Le marché est vierge. Pour l'industriel, c'est important. Encore faut-il que la population adopte cette nouvelle technologie. Pas simple. Ici, on vit comme au paradis. Le temps s'est arrêté. Le poisson abonde et il suffit de plonger pour trouver quelques langoustes. Zay, jereva amizay. Hitanao zany? Tsy mahatakatra. Amenareo cadeau raha avy aty za. Firofito. Les autorités envisagent très sérieusement de développer le tourisme sur cette partie de la côte ouest. Dès que Madagascar aura retrouvé ses liaisons aériennes régulières et que les tours opérateurs décideront d'investir, les plages de Mahajanga vont devenir une très belle destination. Aujourd'hui, des projets de mise en protection de la mangrove sont à l'étude. Il sera alors interdit d'aller couper le bois de palétuvier qui se carbonise si bien. La noria des charbonniers s'arrêtera. Pour cette région qui dispose presque gratuitement de charbon de bois, les choses vont alors changer. Pour éviter la crise d'approvisionnement, le gaz butane sera un allié de premier ordre. Au départ, seuls les riches pouvaient se payer le gaz. Grâce aux aides mises en place, des familles de classe moyenne peuvent l'adopter. Dans cette famille, le gaz a déjà fait son entrée. Les femmes en sont ravies. L'ancien feu à charbon de bois, le fatapère, est bien nettoyé, relégué dans un coin de la cour pour les grandes occasions familiales. À condition de justifier d'un revenu de 200 à 400 000 francs malgaches, soit 30 à 60 € par mois, les ménages bénéficient d'un microcrédit. Je m'appelle Far. J'ai 26 ans. Je fais la secrétaire à la Soktam. C'est ma sœur, elle s'appelle Yant. Elle a 30 ans. Le gaz est arrivé dans cette maison par l'intermédiaire des associations qui forment les femmes à son usage. Nivou appartient à l'une d'entre elles, l'association Green. Elle organise les rencontres, le bouche à oreille permet ensuite de diffuser le gaz dans d'autres foyers. Son rôle consiste à bien choisir les premiers cobayes. C'est leur mère que je connais bien. Elle est parmi les 10 premières bénéficiaires de l'opération Fatari Rakat parce qu'elle est très dynamique. Et c'est pour ça que je connais cette famille. Parce qu'on a fait des sensibilisations au niveau des quartiers et de bouche à oreille, tout le monde connaît qu'il y a cette opération.
Et après, on fait une publicité. Et les gens font la queue devant le bureau pour demander l'imprimer et les dossiers qu'il faut préparer. À l'annonce de la radio que j'ai attendu, il y a une opération de vitogaz. Mais nous trois travaillons ensemble, donc on va faire l'opération parce que ça facilite notre travail de faire vite comme ça. Et après, nous partirons ensemble au travail. C'est un peu plus cher, mais il est efficace. C'est important le temps, mais il faut utiliser le vitogaz parce qu'il n'y a pas de perte de temps. Effectivement, le gaz revient 20% plus cher que le charbon de bois, surtout ici à Mahanga où le bois est abondant. Mais dans cette famille, il a permis à Far, la cadette, de travailler. Sans ce progrès, elle aurait été dévolue aux corvées de bois et de cuisson du riz le matin. Le gaz permettrait une véritable émancipation des femmes et sans doute à terme une modification des pratiques alimentaires. Plus de grillades et des repas rapides, même si le riz reste encore pour longtemps la base de l'alimentation. Ce qui coûte cher aux familles, c'est la première consigne de la bouteille et l'achat du fatapère, le foyer adapté à la recharge de gaz. Mais comme le montre l'amusante publicité de Vitogaz, fini la fumée et les tourments de la maîtresse de maison. À Mahajanga, comme à Tananarive, Vitogaz a ouvert des petits bureaux. Avec l'aide des ONG locales bien implantées comme Green ou le WWF et bientôt Solidarité Forêt, les intéressés apprennent à remplir leur dossier de crédit. L'équipement des familles se gère sous forme d'emprunt. Les foyers qui ont un revenu suffisant doivent en apporter la preuve et un prêt leur est accordé. À propos de l'insécurité et puis l'utilisation. L'équipe technique s'emploie également aux démonstrations. Une explosion ou un accident retarderait l'avancée du gaz, car les femmes sont restées très craintives. Or, ce sont elles qu'il faut persuader. Dans sa pub, Vitogaz montre qu'avec le gaz, par enchantement, les soucis disparaissent. Mais on insiste sur le fait que la condition de la femme change. Et on la voit ici à table avec ses enfants et son mari, au lieu d'être derrière ses marmites. Dans les ateliers de Mahajanga, les artisans fabriquent les fatapères avec les moyens du bord. Quelques emplois ont été créés. On tord encore la ferraille à la main. Pas de chaîne de fabrication, chaque fatapère est fait artisanalement. Aussi rudimentaire soit-elle, cette pièce est celle qui coûte le plus cher à un foyer malgache. Plus d'1 mois de salaire. Nous sommes de retour à Tananarive. La musique bat son plein sur la place du marché récemment rénovée. C'est un des plus gros marchés de l'île et de la région. Durant une semaine, Vitogaz et les autorités malgaches y ont organisé une démonstration. Durant 30 ans, le Sénégal a vécu la montée progressive de l'emploi du gaz butane.
Et le représentant du Sénégal, invité pour l'occasion, est capable de faire le point sur les bons et les mauvais moyens de subventionner l'opération. Aujourd'hui, à Madagascar, l'idée est qu'effectivement, il est difficile de subventionner ad vitam aeternam. Au moins, on peut subventionner, ou en tout cas faciliter l'accès des ménages au premier équipement, le brûleur, la bouteille et le support. Ainsi, une première aide pourrait être apportée de 70 € pour 5000 familles. Car la demande ne décolle pas, elle aurait même tendance à régresser du fait de la pauvreté et stagne à 300 grammes par an et par habitant, contre 10 kilos par an au Sénégal. Depuis 30 ans, le gouvernement a mené une politique de généralisation de l'utilisation du gaz comme combustible domestique. C'est un succès considérable sur toute la ligne. Dakar et une autre ville comme Thiès, qui est à 80 km de Dakar, ces deux villes totalisent à elles seules 85% de la consommation nationale de gaz butane. Ainsi, au Maroc, au Sénégal, le gaz a permis d'enrayer le déficit en bois de feu, notamment dans l'approvisionnement des grandes villes. Madagascar pourra-t-il prendre le même chemin? Pour l'instant, la situation reste critique. En dépit des bonnes intentions affichées par les plus hauts dirigeants de l'État, on ne relève aucun message assez fort pour mobiliser l'attention et mettre en œuvre des actions à engager pour démythifier cette source d'énergie. Car il faut rapidement réduire la consommation du bois énergétique. Pape Alassane Dème se souvient qu'à Dakar, le plus long a été de vaincre la peur de l'explosion et de changer certaines habitudes. Avec le charbon de bois, on utilisait l'allumette en dernier lieu. Or, avec le gaz butane, il faut d'abord craquer l'allumette avant d'ouvrir la bouteille de gaz. Donc vous voyez un peu le changement que ça a dû introduire au niveau donc, des ménages.